Ambassadeur de France, M. Frédéric Bontemps, dont je fais la connaissance pour la première fois, bien que depuis quelques mois avant votre arrivée, j'avais rencontré pas de vos collègues, mais quelqu'un qui avait travaillé avec vous à l'époque et qui m'avait annoncé votre arrivée, mais sous le couvert vraiment du secret. Alors je vous connaissais depuis quelque temps déjà et ça me fait plaisir de faire votre connaissance ce soir. Et j'avais des appréhensions que vous ne veniez pas, pris certainement par vos multiples obligations. C'est avec plaisir qu'on vous accueille à l'hôtel Annecy pour le dernier lancement de l'année. Alors il faut dire pour ceux qui ne le savent pas, Annecy a commencé à s'occuper un peu, de se piquer un peu de culture depuis quelques années déjà, en procédant à l'hôtel Annecy au lancement de livres pour promouvoir la lecture, pour promouvoir la culture, autant que le Labourdonnais, avec notre opération à table avec mensuelle, au cours de laquelle nous invitons un conférencier pour nous parler de l'histoire. Alors, je mets une parenthèse tout de suite, ça devrait intéresser notre ami Kitchong qui est là ce soir et beaucoup de politiciens, arrivés Laridon, à Milan Mitarban et autres, que le prochain à table avec au Labourdonnais sera pour le 18 janvier, avec un thème qui devrait intéresser tout le monde, 2024, l'année des élections. Alors, il est évident, on ne va pas parler des élections. C'est Jean-Claude Delestrac qui va s'y coller, comme dirait l'autre, un spécialiste du genre, mais qui va mettre ces élections de 2024 en perspective. On commence par la première élection, entre guillemets, datant de 1790, semble-t-il, après la Révolution. Donc, ça va être l'historique de toutes les élections qu'a connues l'île Maurice depuis la colonisation française jusqu'à demain. Espérons que, pas jusqu'à demain, jusqu'aux prochaines élections qui devraient avoir lieu l'année prochaine et dans le pire des cas, entre guillemets, dans les premiers mois de 2025, théoriquement. Ben voilà pour l'essentiel des informations. Nous sommes réunis donc à Annecy Park Hotel régulièrement, pratiquement une fois par mois, parfois 2 fois par mois, pour le lancement de livres. Comment ça se passe? Les auteurs se font connaître, il y a un petit comité restreint qui procède à une lecture et puis on procède au lancement. Et pour ceux que ça intéresse, vous laissez vos coordonnées, on vous informera par mail ou par lettre ou par WhatsApp des activités culturelles du Annecy assez régulièrement. Alors il faut dire que c'est la 3e année, je crois, qu'on lance les livres sous l'égide de Petrus Mock, qui est une librairie de Annecy qu'on devrait inaugurer après sa rénovation vers la fin de janvier, théoriquement, d'après ce que j'ai cru comprendre. Vous serez tous conviés, bien évidemment, pour cette inauguration. Mais venons-en aux préoccupations de cet après-midi. On va procéder au lancement du livre de M. Boren sur la presse. Je sais qu'il est très stressé depuis cet après-midi-là. Ça se comprend, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer, un lancement de livre. Et puis, Robert Furlong prononcera son allocution principale, la présentation du livre. Robert, qui est une référence, d'autant qu'il a écrit plusieurs documents sur la presse à l'île Maurice, la presse à l'île Maurice, surtout la presse littéraire,
Et il a fait un très beau livre, un très bel ouvrage de référence qui s'appelle « En revue et en français ». Et il est actuellement le président du Centre culturel d'expression française, après avoir été pendant de longues années le directeur de la Fondation de Chazal jusqu'à tout récemment. Donc il sera certainement la personne la mieux indiquée pour nous parler de Malcolm de Chazal pour l'inauguration de Petrus Mott. Cela dit, pour ceux qui n'ont jamais fréquenté le collège adventiste de Phoenix, où il a été recteur et administrateur, pour ceux qui n'ont jamais feuilleté le Mauricien et Week-end depuis les années 70, où il chronique régulièrement, et pour ceux qui n'ont jamais cherché le nom d'une localité dans son ouvrage intitulé « Randonnée au cœur des localités mauriciennes », bilingue, Bridgend Barron est l'auteur, cette fois-ci, de cet ouvrage que nous lançons aujourd'hui intitulé « 1773 à 2023, 250 ans à témoigner de nos vies », qui est l'histoire de la presse à l'île Maurice, publié par Pamplemousse Éditions de notre cher ami ici présent, Alain Gordon-Gentil. Que je sache, c'est le premier ouvrage du genre pour raconter l'histoire de la presse à Maurice. Il y a eu un certain nombre d'essais dans le passé, d'analyses, de papiers éparpillés, pourtant de prestigieuses signatures, ça et là, aussi bien que des compilations d'éditoriaux signés Philippe Forget, pour ne citer que celui-ci, et aussi Jean-Claude Delestrac et tant d'autres aussi. Mais c'est la première fois qu'on se retrouve avec un ouvrage racontant ces 250 ans de la presse mauricienne. C'est-à-dire que Bridgend Barron est venu combler une lacune par un récit complet d'une exaltante aventure commencée en 1773 avec la parution du premier journal intitulé « Annonces, affiches et avis divers pour les colonies des îles de France et de Bourbon ». Ça a dû faire long sur la page comme titre. Signé Nicolas Lambert, dont un prix, pour ceux qui ne le savent pas, dont un prix portant son nom, récompensant les meilleurs journalistes chaque année, perpétue encore heureusement la mémoire. Cette saga, telle qu'elle est racontée dans le livre de Bridgend Barron, suit un fil rouge, la résilience à travers les siècles d'une presse envers tous les obstacles possibles, les brimades économiques et autres, les tentatives de la museler, de l'assassiner, bref, de la mettre au pas et aux ordres. Ce qui nous pousse à dire que malgré, en dépit de tout ce qu'on a pu constater au fil des années, des siècles et des décennies, ce qui nous pousse à dire que malgré toutes les tentatives liberticides, la presse a survécu. Et en serait-il autrement aujourd'hui? Tant qu'il y aura des journalistes dignes de ce nom, il n'est pas permis de désespérer. On peut désespérer certainement avoir la qualité de certains journalistes, mais avoir les têtes qui ont travaillé dans la presse depuis de nombreuses années, rien qu'en cette première rangée, il y a 3 ou 4, et dans la salle un peu éparpillée, les journalistes à l'île Maurice savent faire de la résistance malgré toutes les tentatives qu'il y a eu, et surtout durant ces 3, 4, 5 dernières années, même un peu plus loin, d'étouffer économiquement les entreprises de presse pour les mettre à genoux. Cela dit, vous aurez là un livre de référence pour vous personnellement qui devrait devenir un livre de chevet et aussi un très beau cadeau à offrir pour les fêtes de fin d'année. Alors, je souligne la présence parmi nous de Monique Dinan,
50 ans à la vie catholique, c'est extraordinaire. Voilà, elle fait de la résistance autrement, il faut le dire. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Robert Furlong. Je l'ai déjà dit, il a écrit un très beau document qui a été, je crois, soumis au Media Trust sur la presse littéraire à l'île Maurice. Bon, parce que vous verrez, quand vous chercherez dans Google en termes de documentation, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur la presse. Yvan a écrit dans son magazine, etc. Mais ce sont des papiers un peu éparpillés, comme je dis. Mais là, nous avons la chance ici d'avoir ce livre. Sans plus tarder, je vous demande d'applaudir Robert. Merci Finlay. Bonsoir. Le premier mot que je voudrais dire à cette occasion, c'est « enfin ». Finlay a raison. Enfin, un ouvrage nous permettant de rassembler toutes les données essentielles concernant l'évolution de la presse à Maurice dans toute sa diversité. Car auparavant, comme Finlay le disait, il y a eu des articles à gauche et à droite. Le plus important article, et je vous encourage à aller le lire, c'est dans le Mauricien, en octobre 1949, d'octobre 1949 à mars 1950, quand Auguste Toussaint a écrit la première étude extrêmement documentée, analysée, etc., sur la presse, et c'est vraiment un des premiers témoignages sur la densité de la presse à Maurice. La deuxième possibilité que vous pouvez utiliser, c'est aussi d'aller consulter la bibliographie de l'île Maurice, écrite par le même docteur Toussaint, avec son assistant Harold Adolphe, et qui, pour la période 1773 à 1954, recense un peu plus de 650 entrées de journaux, périodiques et revues. Mais ce n'est qu'une bibliographie, c'est-à-dire vous y trouvez le titre, l'année d'édition, le nombre d'années où c'est paru, le rédacteur en chef, enfin quelques données, mais vous ne trouvez pas d'analyse, vous ne savez pas exactement ce que cela a représenté. Alors, ceci nous amène à aussi, bien sûr, envisager, si vous allez lire dans Jeune Afrique, le magazine Jeune Afrique, vous trouverez en 1996 des articles d'Yvan Martial sur la presse mauricienne. Mais là, maintenant, pourquoi je dis enfin, c'est parce que maintenant, nous trouvons tout ça rassemblé pour nous dans un seul et même ouvrage. Alors, il faut préciser que nous devons cet ouvrage à des journalistes, puisque Alain Gordon-Gentil est un journaliste devenu éditeur, et Bridget Burren est un chroniqueur régulièrement dans la presse pour des chroniques historiques. Alors, célébrer les 250 ans de l'existence de la presse mauricienne, je crois que c'est surtout mettre en avant sa diversité, sa richesse, ses prises de position, car les journaux ont rythmé notre développement, disons pour le meilleur, parfois pas toujours, mais ont dicté notre avancée démocratique d'ailleurs, toute la ténacité dans les combats qu'elle n'a jamais malheureusement cessé de mener, parce qu'elle est toujours, Finlay le signalait, en but à des tracasseries. L'administration a toujours eu peur des journaux. On dit toujours que les journaux, c'est le cinquième pouvoir, et l'administration, quelle qu'elle soit, avec les meilleures intentions qu'elle puisse avoir, a toujours le désir exprimé, d'ailleurs, de museler la presse, museler les journalistes. C'est sa résistance, donc, aux abus d'autorité qui émaillent son histoire à travers les censures diverses qui ont toujours tenté d'entraver le cours de son histoire, et auquel, fort heureusement, elle a le plus souvent trouvé là où les répliques appropriées. C'est le combat incessant de la presse, incessant pour la réclamation des droits des uns et des autres, depuis Rémy Ollier, avec la création de la Sentinelle de Maurice.
c'est aussi célébrer l'opiniâtreté des rédacteurs en chef et des journalistes soucieux d'aller jusqu'au bout de leurs responsabilités citoyennes. Alors la presse mauricienne, c'est aussi un poème à la Prévert, avec son florilège de titres. D'abord, il y a la Sentinelle de Maurice, la Balance, le Courrier de Maurice, l'Intérêt public, le Colonial, l'Union, l'Argus, le Progrès colonial, l'Écho du peuple, le Petit Créole, le Droit, la Défense. Je peux aller comme ça sur les 700 et quelques titres, vous aurez un merveilleux poème en sortant, mais ça prendrait un peu trop de temps. Alors j'ai repéré quand même un titre que je voulais partager avec vous, un titre de 1880 qui s'appelle Le Colérique, journal satirique, il y a eu un seul exemplaire, et il se proclame journal médico-satirique de l'île Plate, imprimé sur papier de quarantaine. Je ne sais pas s'il y a, je serais curieux de voir s'il y a toujours l'exemplaire à la Bibliothèque nationale. En tout cas, la presse littéraire, elle aussi, a son lot. Le Bengali, c'est une des revues, le Colibri, le Piment, le Bambara, l'abeille mauricienne, le voleur mauricien. Voleur parce que c'est la reproduction d'articles parus ailleurs, hein, je précise. C'est pas une incitation à voler, quoique. Alors, donc, nous avons des titres chantants. Nous sommes dans les îles. Hein. Alors, l'avant-propos du 13 janvier 1773 du journal Annonce, Affiches et Avis divers pour les colonies des Îles-de-France et de Bourbon précisait ceci. Ceux qui examineront de près la tâche que nous prenons sentiront assez qu'elle n'est pas sans difficulté dans les détails, que nous avons beaucoup de choses à faire, bien des obstacles à lever, peut-être bien des contradictions à éprouver. Il ne fallait pas moins que le désir de nous rendre utiles pour surmonter nos inquiétudes à cet égard. Heureux si nous parvenons au but que nous nous sommes proposés. Et je pense que c'est là un peu le message de tous les journalistes aujourd'hui. Le paysage journalistique a changé, les moyens technologiques nouveaux ont enrichi la palette des moyens d'informer. Le journal papier, aujourd'hui, vous le savez, doit faire face à des concurrents qui, eux, sont sous forme numérique, virtuelle. Mais malgré tout, cette profession de foi que je viens de citer, datant de 1773, n'a pas pris une ride et reste toujours le socle fondamental sur lequel se construit une entreprise de communication, virtuelle ou non. J'ai toujours, moi, été un utilisateur extrêmement fréquent de certains journaux mauriciens, à cause de mes travaux sur les productions littéraires locales, et on a toujours besoin de l'éclairage de ce qui s'est passé dans le quotidien lorsqu'on travaille sur une œuvre littéraire ou autre, sur n'importe quel sujet. On a besoin de se référer à qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait pendant l'année, qu'est-ce qui se passait pendant la décennie, et les journaux sont précieux parce que là, nous aurons effectivement le détail de tout ce qui a pu arriver, tout ce qui a pu peut-être inspirer l'auteur ou les auteurs, tout ce qui a pu être à la base du développement d'une idée chez un littéraire que nous étudions. Dans une autre ordre d'idée, si par exemple on veut comprendre les changements constitutionnels auxquels le poète Léo Villaume a participé en tant que journaliste politique, il faut aller feuilleter la presse et voir qu'est-ce qui s'est passé autour de l'élection de Beaujard, une des premières élections mauriciennes. De même, le débat sur la langue créole qui a commencé autour des années 68, c'est dans la presse que l'on peut trouver le fondement théorique de toutes ces initiatives, notamment celle de notre ami, hélas parti aujourd'hui, Dave Irasormi. Alain Gordon-Gentil et Bridjan vous apporteront d'autres détails, bien sûr. Je terminerai sur ceci. À travers le temps, il y eut différentes façons de marquer l'anniversaire de la presse mauricienne, et de la Poste aussi. Je citais tout à l'heure des articles de l'archiviste Toussaint. Mais il y a eu aussi des manifestations d'envergure. Il y a eu une exposition en octobre 1993 à l'hôtel Le Mauricia à Grand-Gobe qui a mis l'histoire de la presse mauricienne à l'honneur à l'occasion de ses 220 ans.
C'était il y a à peine 30 ans. Et ce fut une année faste. Alors que cette année-ci, celle pourtant des 250 ans, le chiffre résonne encore plus de façon pointue, eh bien, il faut reconnaître que c'est un peu une année misère. Parce qu'en termes de manifestations publiques, la première qui a eu lieu, c'est le 13 janvier 2023, au Centre culturel d'expression française à Cœur-Pipe, où nous avons, avec Christina Chanmitou et Ion Martial, parlé de l'évolution de la presse et débattu avec le public sur tout ce que ça a apporté à l'île Maurice. Et la deuxième manifestation, pour les 250 ans de l'anniversaire de la presse, eh bien c'est ce soir. Entre le 13 janvier de cette année et aujourd'hui, personne du métier ou personne des institutions n'a pensé qu'il fallait peut-être tout simplement, marquer cet événement qui est public. Il n'y a eu qu'une association et un éditeur à se dire « Ah ben tiens, il faut qu'on en parle, il faut qu'on célèbre cela parce que c'est important ». Je crois que je fais le parallèle avec la Poste, fin 2022, le Centre culturel d'expression française, encore une fois, j'en suis le président, mais c'est pas pour faire la pub que je dis ça, mais c'est le Centre culturel d'expression française qui a célébré le jour même de l'institution de la Poste à Maurice, qui a célébré l'événement. Alors, juste pour terminer, je dirais, j'ai donc une question. Est-ce que l'institutionnel mauricien aurait, sciemment ou non, la mémoire défaillante ou la mémoire sélective? Je vous remercie. C'est peut-être très sain que les pouvoirs publics ne célèbrent pas la presse. On est chacun dans ses tranchées, bien qu'il peut y avoir des relations très civilisées avec le pouvoir. La presse est assez grande, elle a vécu 250 ans, elle a survécu. Aucun gouvernement n'a pu survivre cette même presse, en fin de compte, depuis ces 250 ans. Moi, j'ai toujours foi dans, pas dans certains journalistes, mais dans la presse en tant qu'institution, qui pourra certainement relever le défi. Bien qu'il ne soit pas légion dans la jeune génération, c'est un peu papy qui fait de la résistance un peu, parce que je vois beaucoup de têtes de ceux qui ont été victimes de persécutions, qui sont allés en prison pour délit d'opinion. Et quel que soit le gouvernement, alors, il ne faut pas se leurrer, croire que ce gouvernement-là est plus liberticide que le précédent, ou que le précédent et que le précédent. On a tous vécu de moments très très durs, et surtout cette suprême humiliation pendant les années de Braise, où les rédacteurs en chef, à l'instar de Yvan Martial et autres, devaient, copie en main le soir avant le bouclage, présenter le journal à un censeur déguisé en gablou, ou un gablou déguisé en rédacteur en chef, pour vous dire cet article ne passera pas, ou cet article ne passera pas. Ça, c'était la suprême humiliation, mais la presse a survécu à tout ça. Et ceux qui avaient tenté de l'assassiner, comme vous le savez vous-même, ont été balayés par un tsunami politique d'une ampleur sans précédent à l'île Maurice, et là je fais allusion à 1982. Cela dit, revenons un peu à nos moutons. Il faut, je crois, féliciter Pamplemousse Édition de Alain Gourdon-Gentil, qui célèbre l'année prochaine ses 10 ans d'existence, il a commencé en 2014, et qui publie aujourd'hui un 31e ouvrage, justement, avec cette histoire de la presse. Je crois que tout le monde connaît un peu
comment fonctionnent les éditions à l'île Maurice. C'est-à-dire, c'est plus une vocation qu'autre chose, en fin de compte. Et je crois que Pamplemousse Édition, de toutes les publications que cette édition a publiées, témoigne d'un souci, celui d'être un pont pour transmettre tout ce qu'il y a de beau dans notre pays, c'est-à-dire la culture. Sur ce, je passe tout de suite la parole à Alain. Merci Finlay, merci d'être venu aussi nombreux ce soir. Monsieur l'ambassadeur de France, chers confrères, chers amis, peu d'institutions mauriciennes peuvent s'enorgueillir d'avoir traversé pendant 2 siècles et demi l'histoire de leur pays. Et quand je dis traversée, je parle aussi d'une traversée. Celle qui, pendant 92 000 jours, n'a jamais cessé de paraître. Celle qui, pendant 92 000 jours, n'a jamais vraiment connu de mer calme et a continué à naviguer sous les vents contraires et contraignants de 2 colonisations avant de connaître la liberté politique qui, elle aussi, n'a pas été toujours synonyme de liberté tout court. Tous les Mauriciens aujourd'hui le savent, la presse est menacée dans son existence même. En but à des difficultés financières nées de l'évolution du monde, l'information, bousculée par les phénomènes de réseaux sociaux, où donner son opinion vous fait passer pour un journaliste, où toute parole se vaut, avec pour résultat qu'aucune n'est entendue. Mais la menace principale qui pèse sur la presse, elle est de nature politique. Et je ne partage pas l'idée de Finlay que ça a toujours été le cas. À cette intensité, je pense que c'est la première fois que nous sommes aussi menacés. La menace se précise, ou plutôt s'accentue chaque jour un peu plus. Soyons clairs, que le pouvoir se méfie de la presse est une chose tout à fait normale et j'allais même dire souhaitable. Cette méfiance a le mérite d'être largement partagée des 2 côtés. Il y aura toujours conflit entre les 2 institutions que sont l'État et la presse. L'État a des choses à cacher, la presse a le devoir de dire. Comment éviter une tension? Mais en cette année 2023, nous avons largement dépassé le stade de la tension. La presse est aujourd'hui traquée méthodiquement. Pas une loi bâillon ne lui est épargnée. La strangulation économique, devenue méthode de fonctionnement, la menace policière sur les journalistes, l'emprisonnement pour simples commentaires sur les réseaux sociaux, tout cela resserre les taux. Voilà pourquoi Pamplemousse Édition a cru nécessaire la publication de ce livre pour marquer cet anniversaire. Sans la presse, aujourd'hui, tant de crimes seraient restés suicides. Tant d'appels d'offres juteux seraient restés secrets. Tant d'injustices seraient restées silencieuses. Tant d'attaques sur notre démocratie seraient passées comme faits divers. Sans cette presse mauricienne, avec tous ses défauts et ses qualités, nous aurions peut-être perdu en tant que nation notre faculté d'indignation sans laquelle aucune société ne peut prétendre se rendre meilleure. La presse mauricienne n'a jamais cessé en 250 ans de paraître. Elle a bravé la révolution de 1789, la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les affres de la colonisation.
et nous sommes aujourd'hui en 2023. Elle est toujours là, présente, debout, luttant pour ne pas se mettre à genoux. Elle mérite d'être célébrée. C'est le sens même de ce livre. Merci. Merci Alain. Sans plus tarder, je crois que vous attendez avec une impatience à peine contenue que l'auteur, M. Baran, nous parle un peu de son livre. Dans quelles circonstances la genèse de ce livre, dans quelles circonstances le livre a été conçu, avec quelle collaboration, et surtout parler de... C'est un énorme travail de recherche qui a été fait justement pour arriver à une œuvre, à un ouvrage aussi abouti. Monsieur Baran. Monsieur l'ambassadeur de France, je voudrais commencer par rappeler ce que Raoul Rivette, le fondateur du groupe Le Mauricien, disait à un certain moment: si je suis un homme pensant, je le dois à la France. Et on doit aussi à la France le fait que nos journaux paraissent toujours majoritairement en français. Un bel héritage, et je sais que vous êtes partant avec nous pour qu'on préserve cette richesse. Bien sûr, il y a la presse anglaise également, il ne faut pas le négliger. Et là, nous devons rendre hommage pour cette presse anglaise à Maninal Doctor, qui a été un grand lutteur pour la cause des immigrants indiens venus sous contrat pour travailler à Maurice au début 19e, 20e siècle. Alors, donc, merci de ce que nous continuons à dominer en français, mais à donner la place aussi à l'anglais. Et c'est pas tout. La presse mauricienne n'est pas qu'anglais et français, c'est aussi indiphone, comme dira notre ami Yvan Rancian. Et nous avons un homme surtout à saluer, n'est-ce pas Yvan, Palad Ramsaran, qui a été derrière l'évolution. Bien sûr, il y a eu d'autres encore avant lui, hein? On ne va pas se faire les frères Bisson de Yal, par exemple, Somdat Bakori, d'autres qui ont aidé grandement à faire évoluer cette presse indiphone. Mais ne restons pas là, mais aussi une presse chinoise qui date déjà du 19e siècle. Il y a aussi une presse islamique qui date du début du XXe siècle. Alors nous sommes bien partis pour continuer à paraître, même si c'est difficile, mais nous continuons, en célébrant ces 250 ans, à exprimer notre foi dans cette presse qui va durer, quoi qu'on en fasse. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, cet ouvrage que vous avez vu, 250 ans témoignés de nos vies, et qui sera au centre de notre intérêt ce soir, n'aurait pas vu le jour sous ma signature, n'était-ce la recommandation de quelqu'un qui n'est pas avec nous parce qu'il est alité, il est en clinique, Lindsay Rivière, qui a dit à Alain, Gordon Gentil, tu sais, tu as une maison d'édition, tu peux faire publier un livre pour les 250 ans de la presse. Et il y a une personne que tu vas choisir, c'est en l'occurrence votre serviteur, pour que je le redise. Alors, est-ce que c'était
et facile. Et pas du tout. C'est pourquoi je dois féliciter Alain Gordon-Gentil de Pamplemousse Édition, qui n'a pas attendu de mettre en chantier ce livre, mais qui avant même a voulu marquer les 250 ans de l'histoire de la presse. C'est le seul, je crois, qui s'est donné la peine d'inviter un spécialiste, Patrick Cohen, pour venir débattre sur le sujet pouvoir et presse. Pour un grand public, c'était au lycée des Mascareignes. Et dans la foulée, il m'a invité à écrire un livre sur les 250 ans de la presse. J'ai relevé le défi. Pourquoi? D'abord parce que je me suis dit, si Lindsay Rivière, qui a été mon rédacteur en chef dans le Mauricien, m'a recommandé, c'est qu'il a confiance en moi. Et il avait dit, tu sais, Jagdish Joypal, je ne le vois pas, Jagdish Joypal, tu sais, Baron, c'est quelqu'un de très discipliné. S'il y a quelque chose à donner, il faut lui donner à faire. Enfin, je prends ça comme un compliment. Mais en tout cas, 53 ans comme pigiste dans le groupe mauricien, et avec l'aide que m'ont fourni mes amis qui sont assis à l'avant-plan, Jean-Marie Huron, Palad Ramsaran, qui n'est malheureusement souffrant, ne peut pas se déplacer, Yvan Martial, Robert Fiolong, Henri Marimoutou, Cyril Pallon, Peter Cheren et Jean-Marie Cheren. Ce sont des personnes à qui je dois être reconnaissant parce que eux, ils détenaient allons dire les données qui vont me permettre d'écrire ce livre, de parcourir cette histoire de 250 ans de la presse. Et il y aura éventuellement une publication numérique qui va sortir des Médiatrust et dans lequel je vous inviterai, lorsque ça sort, ça sera annoncé dans la presse et tout, de bien vouloir le parcourir, surtout de voir ce gros document de notre ami Yvan Martial. Vous allez être vous-même content lorsque vous allez le parcourir, parce que ça enrichit énormément cette histoire de 250 ans de la presse. Alors, est-ce que je pourrais refuser lorsque Alain Gordon-Gentil me téléphone, me dit, et tu sais, sur la recommandation de Lindsay Rivière, je t'invite à écrire un livre sur les 250 ans de la presse. Est-ce que je pouvais refuser? Comment refuser quand c'est un de mes gourous dans la presse, Lindsay Rivière, qui me recommande pour cela, pour qui j'ai travaillé pendant des décennies pour alimenter le journal. Par exemple, une de chroniques, c'était L'île Maurice-Val, qui a apparu pendant 10 à 15 ans. Et aussi, c'était une façon pour moi, en acceptant ce défi, de prouver que je méritais bien le compliment que m'a fait mon autre mentor, André Masson, également rédacteur en chef du Mauricien. Dans un entrefilet du journal, il disait de moi, Baron n'écrit pas, il pond des articles. Parce que j'étais tellement prolifique. Chaque semaine, 2 fois, 3 fois, mes textes partaient là-bas. Eh bien, c'était très ambitieux. Donc, il voulait mettre ainsi en exergue ma prolificité, si vous voulez, ma régularité dans mon engagement, dans la mission que m'avait confiée avant André Masson, Jacques Rivette, à qui je rends honneur. Feu Jacques Rivette, le regretté Jacques Rivette, qui m'a invité et viens. Tu as commencé à Place aux Jeunes, continue avec nous. Je te demande de produire des textes pour Week-end, Le Mauricien, et accessoirement, en fut un temps, Week-end Scope. Et je continue aujourd'hui à Week-end, Le Mauricien. 53 ans d'engagement, et je suis fier d'avoir apporté cette collaboration. Comment après ce cheminement? Ne pas m'investir, utilisant aussi ce que je connais en l'histoire, pour répondre à la demande d'Alain Gordon-Gentil de créer un livre sur l'histoire de cette institution
quand on dit quatrième pouvoir, j'ai aussi entendu cinquième pouvoir, je ne sais pas trop, hein, mais moi je connais le quatrième pouvoir, qui a mis en relief nos vies, hein, comme le dit Alain Gordon lui-même, durant les 250 ans et qui ne s'arrêtera pas là. Me permettrez-vous, chers amis, pour aller un peu plus vite, de citer Guillaume Apollinaire, le grand poète que vous connaissez, dans la chanson du Mal-aimé. Il écrivait « Mon beau navire de ma mémoire, avons-nous assez navigué? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir ?» Quoi de plus approprié que cette image maritime pour évoquer les débuts de la presse à l'île Maurice? Il faut savoir que c'est d'un navire que Pierre Poivre débarquait à Maurice, à Port-Louis exactement, le 14 juillet 1767, jour de la fête nationale française, avec la presse, la première presse que Nicolas Lambert allait diriger, et tout sortira en janvier 1773, le premier numéro du premier journal de l'île, dont le nom vous a été mentionné par Alain Gordon et par notre ami Robert Furlong. Annonces, affiches et avis divers dans les colonies, pour les colonies des Îles-de-France et de Bourbon. Ce journal paraissait tous les mercredis, 4 pages. Première page, les avis commerciaux. Deuxième, les contributions scientifiques agricoles, important pour l'île Maurice agricole. Troisième, les nouvelles locales et de l'Europe. Quatrième, la liste des arrivées et départs de navires. OK. La liste des arrivées et départs de navires, ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. Ça ne paraît pas dans nos jours. Par contre, les avis commerciaux, les contributions scientifiques agricoles, les nouvelles locales et de l'Europe, enrichies par d'autres sujets aujourd'hui, ça continue de plus belle. Mais comment distribuer le journal? Et là, j'ai rencontré, il y a 2 semaines de cela, mon ami, M. Moutia, ex-CEO de la Poste centrale, hein, qui me disait, tu sais, Pierre Poivre et Nicolas Lambert, qui ont amené qui ont démarré la presse Maurice, il avait de la suite dans les idées. Parce que vous faites publier un journal et puis comment ça va se distribuer. Mais avant 1773, avant l'apparition du journal, Pierre Poivre et Nicolas Lambert avaient déjà, une année avant, créé la Poste. Et ainsi, la Poste va employer les noirs facteurs pour aller distribuer le journal dans les différentes agglomérations de l'île. Donc Maurice avait déjà un bon système de distribution de journaux qui se faisait en même temps qu'on distribuait le courrier. Alors, par la Poste, ainsi, le journal allait dans les habitations, les agglomérations de l'île. Par la suite, la diffusion était soutenue par les diligences. Il n'y avait plus de nouveaux facteurs, qu'elle est déposée au bureau de poste de la localité, puis 1864-65, il y a le train qui arrive, donc ça va être déposé dans les bureaux de poste qui sont annexés, et puis vient l'ère de l'automobile aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin que les journaux papier viennent chez nous? Non. On a aujourd'hui qu'à faire un clic sur notre ordinateur, et voilà, notre journal se défile devant nous. La version papier est toujours là. Il y a des personnes qui aiment avoir le journal papier en main, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui profitent du numérique pour lire leur journal. Alors pour terminer, je voudrais rappeler les 2 publications souvenirs qu'il faut retenir. Il y a le support papier, le livre que j'ai écrit avec Pamplemousse Édition, 1723-2023, 250 ans témoigner de nos vies. Mais ensuite, vous verrez un peu plus tard, peut-être une annonce quelque part, qu'il y a un livre numérique qui est sorti. Et ce livre numérique, ce sera publié, enfin mis sur le système par le Media Trust. Et dedans, vous aurez
plusieurs collaborateurs, et je cite leur nom, il y a Henri Marimoutou, Peter Chelen. Je salue Peter Chelen, c'est le seul Mauricien qui a tenu un mensuel en anglais, Mauritius News, pendant 32 ans. Et Jean-Marie Huron, qui a été un collaborateur important pour moi, parce que c'est lui qui connaissait l'histoire de la presse, Pierre Poivre, etc. Notre ami Yvan Martial, qui a aussi aidé, et qui, avec Palad Ramsaran, a aussi montré que la presse pouvait être francophone, mais aussi indiphone. Et je salue aussi notre ami compilateur Jean-Marie Chelin, qui a compilé deux ou trois ouvrages sur l'île Maurice, sur Port-Louis. Et dedans, vous avez pas mal d'informations. Un jour, prenez ce livre et lisez. Merci de votre patience, et je passe la parole à notre ami. Merci.